Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus. L'actualité sur Monaco Info, c'est 7 jours sur 7 et voici le sommaire de ce samedi. Il y avait la fête des mers il y a quelques semaines et ce samedi, le Yacht Club de Monaco a organisé la fête de la mer. Ce n'est pas la même chose et ça ne s'écrit pas pareil. Nous reviendrons dans cette édition sur cette manifestation rafraîchissante. Nous parlerons d'un passionné des océans, le prince Albert Ier. Vous pourrez retrouver dimanche à 21 h sur notre chaîne le documentaire Un combat pour la paix à l'occasion de la date anniversaire de sa disparition, le 26 juin 1922. Un documentaire qui traite non pas du prince scientifique ou explorateur, mais du prince pacificateur qui a tout fait en vain pour éviter la Première Guerre mondiale. Nous serons pour discuter de cela avec Thomas Fouilleron. Les élèves de l'Académie Princesse Grace ont présenté leur gala de fin d'année à l'Opéra Garnier, une façon de conclure l'année scolaire en beauté. Et enfin, nous vous proposons un focus info sur l'anniversaire de la Maison de Vie à Carpentras, un lieu voulu et pensé par la princesse Stéphanie, une maison qui accueille des personnes atteintes du VIH et qui ont besoin de se ressourcer. Mais avant de développer ces titres, débutons par un point info avec vous, Frédéric Hélion. Bonsoir. En football, premier match de la saison pour l'AS Monaco ce matin. Bonsoir Fabien, les Monégasques étaient les premiers à avoir repris le chemin de l'entraînement samedi dernier et disputé en effet le premier match amical de leur pré-saison. Ce matin, au centre de performance de la Turbie, les joueurs de Philippe Clément se sont imposés 1-0 face au Cercle Bruges grâce à un but du jeune Moussaba à la 17e. Prochaine rencontre mercredi face aux Suisses de Saint-Gall. Et en basket, grand rendez-vous pour la Roca Team ce soir. Avec le match 5 des finales de Betclic Elite à Villeurbanne, la donne est simple Fabien. L'équipe qui remportera cette rencontre sera sacrée championne de France. Ce sera donc soit un 21e titre pour l'Asvel, soit le premier de l'histoire pour la Roca Team qui espère enfin soulever le trophée après 2 échecs en finale, à chaque fois au match 5, en 2018 et 2019. Monaco a manqué la première balle de match à domicile lors du match 4. Il reste une seconde chance ce soir pour marquer l'histoire. Coup d'envoi à 20 h 30. Et on sera tous derrière la Roca Team. Des cyclistes du 17e régiment du génie parachutiste de Montauban viennent d'arriver à vélo à Monaco. La fin d'un long périple entre Montauban et Monaco pour cette équipe de cyclistes du club sportif et artistique du 17e RGP de Montauban. Accompagnés sur la toute fin du parcours par plusieurs cyclistes de la compagnie des Carabiniers du Prince, ils sont arrivés à la mi-journée, place du Palais, et ont été accueillis par son Altesse Royale, la Princesse de Hanovre, marraine du régiment. Des liens forts unissent le 17e régiment du génie parachutiste de Montauban et Monaco, puisque Malizia, la mascotte, un pigargue à tête blanche, avait été offerte par la principauté il y a plusieurs années. Un mot à présent sur ce projet artistique qui touche à sa fin. Entre septembre 2021 et juin 2022, Guillaume Aubry est intervenu dans 2 classes de 6e du collège Charles III et de FANB. L'artiste a présenté ses travaux et notamment sa collection de couchers de soleil aux élèves qui ont ensuite dû créer leurs propres œuvres. Des travaux qu'ils ont restitués hier à la Villa Sauber et présentés à l'artiste. C'est sous un soleil écrasant que la fête de la mer s'est déroulée ce samedi du côté du Yacht Club de Monaco. Alexandra Pagny et Julien Logier se sont retenus de se jeter à l'eau, mais vous font quand même découvrir les différentes animations proposées. Le saint patron des pêcheurs était célébré en ce samedi, une journée estivale parfaite pour se jeter à l'eau. Un moment toujours très attendu des plus petits comme des plus grands. Une dizaine d'animations étaient proposées tout au long de la journée devant le Yacht Club de Monaco. Il y a les activités sur l'eau comme les gonflables et tout ça. Et c'est trop bien parce qu'on pour se culturer avec la mer. Et c'est bien. Tout d'abord on a fait la parade avec notre bateau, on est sorti. Et là, on est retourné, on a fait un peu de toboggan, on s'est jeté dans la mer, on s'est amusé. Vous venez chaque année ici ? Oui, oui. Normalement, on vient chaque année. Qu'est-ce qui vous plaît là ? Nous, on adore le toboggan, sauf que cette année, il n'y est pas. C'est dommage. Mais après, il y a toujours toutes ces activités et c'est très bien comme ça. Les grands enfants ont pu trouver aussi de quoi bien s'amuser parmi les animations proposées. On profite des différentes activités, donc baptême de plongée. Là on part sur le paddle en attendant les jet skis et puis après on va faire les jeux gonflables derrière. Et voilà, donc on va un peu profiter de toutes les activités présentes ce matin. On va s'amuser le plus possible.
Cet événement est avant tout un moment festif, de partage pour célébrer la mer, ce lieu de récréation qu'il faut savoir respecter et préserver. Des ateliers en ce sens étaient également organisés pour initier dès le plus jeune âge à la protection des océans, à l'image de la parade en mer qui a lancé les festivités dans la matinée. Ce dimanche 26 juin, nous célébrerons les 100 ans de la disparition du prince Albert Ier. Pour marquer cet anniversaire, un documentaire intitulé « Un combat pour la paix » sera diffusé sur notre antenne à 21 h. Le réalisateur Yann-Anthony Noguès viendra en marge de cette projection nous expliquer pour quelles raisons il a souhaité s'intéresser à une facette plus méconnue de celui que l'on a surnommé le prince scientifique. Le prince Albert Ier était un profond humaniste qui a longtemps œuvré en coulisses pour tenter d'éviter la Première Guerre mondiale. Ce film retrace ce combat. Le directeur de la bibliothèque et des archives du Palais Princier a collaboré étroitement avec le réalisateur pour le guider sur les pas du prince Albert Ier. Il est notre invité ce soir. Thomas Fouilleron, bonsoir. Bonsoir Fabien. On connaît ce prince scientifique, explorateur. Et là, ce documentaire traite d'un angle bien particulier, le prince pacificateur. Expliquez-nous ça. Oui, on pouvait attendre effectivement le prince Albert Ier sous un angle plus connu, du prince océanographe, du prince savant. Et nous avions eu d'ailleurs au comité de commémoration du prince Albert Ier des propositions en ce sens. Et il nous avait semblé que ce qu'aujourd'hui les livres d'histoire retenaient le moins, et qui peut-être d'ailleurs est parmi les aspects les plus intéressants, les facettes les plus intéressantes de la personnalité du prince Albert Ier, était son action en faveur de la paix, son action en faveur d'un rapprochement entre la France et l'Allemagne avant la Première Guerre mondiale. Et c'est dans une discussion avec Yann-Anthony, fort de ce que l'on savait de sa réalisation, évidemment de son intérêt pour l'histoire monégasque, que l'on s'est intéressé à ce triangle, alors non pas un triangle amoureux, mais un triangle de paix que représentent donc les trois personnages principaux de son film documentaire, c'est-à-dire bien évidemment le prince Albert Ier, Bertha von Suttner, la première femme prix Nobel de la paix, et puis bien entendu le Kaiser, l'empereur d'Allemagne, dont Albert Ier a été proche de 1898 à 1914. Donnez-nous des exemples pour que l'on comprenne bien à quel point le prince Albert Ier a été un médiateur de la paix. Il y aura vraiment un moment où le prince Albert Ier joue un rôle tout à fait efficace. C'est au moment de la crise marocaine. La France et l'Allemagne se disputent en quelque sorte le protectorat du Maroc, et Albert Ier joue un rôle important dans la tenue de la conférence d'Algésiras. Alors ça sera peut-être reculé pour plus mal sauter, puisque évidemment le prince de Monaco n'évitera pas la Première Guerre mondiale, mais jusqu'à l'été 14, il propose ses services, il propose le château de Marché comme lieu de discussion éventuelle entre le président de la République française, le Kaiser, éventuellement le Tsar, et il regrettera un petit peu que la France n'ait pas été suffisamment participative. Il parle de l'abstention de la France à ces régates de Kiel, où il aurait aimé, ça ne se faisait pas du tout à l'époque, qu'il y ait un sommet de chefs d'État entre l'empereur d'Allemagne et le président de la République française. Quelles sont les précieuses archives qui ont permis de construire ce documentaire ? Alors évidemment, le journal autographe du Prince, dont l'édition est en cours, ça paraîtra aux éditions Perrin dans quelques mois, est l'élément le plus inédit, puisque c'est un document qui, aujourd'hui, grâce à la volonté du Prince et de la famille souveraine, sera divulgué au public. Et sur la longue durée, finalement, ce documentaire de Yann-Anthony Noguès livre de nombreux extraits de ce journal, qui sera aussi, dans quelques jours, le fil directeur narratif de la ciné-conférence que nous préparons avec l'Institut audiovisuel de Monaco pour le 9 juillet dans la cour d'honneur du Palais. Est-ce qu'il reste encore d'autres faces cachées du prince Albert Ier qui restent à découvrir ? La personnalité étant tellement variée que le prince Albert Ier, c'est un petit peu comme un iceberg. Il y a autant de parties, sinon plus, qui est immergé qu'émergé. Donc oui, et les commémorations qui vont suivre dans l'année, au Portugal continental, aux Açores, en Espagne, à Madrid, en Cantabrie, et bien sûr à Paris, à l'Académie des sciences, à l'UNESCO, vont
vont pouvoir continuer de mettre au jour, de réactualiser son héritage, sa pensée au regard de notre actualité et de notre pensée d'hommes et de femmes du XXIe siècle. Sachez donc que ce dimanche 21h, nous diffuserons le documentaire Un combat pour la paix réalisé par Yann-Anthony Noguès et raconté par Charles Berling. Thomas Fouilleron, merci. Merci Fabien. Comme dans toutes les écoles, en cette fin de mois de juin, les élèves de l'Académie Princesse Grace présentaient leur gala de fin d'année ce week-end sur la scène de l'Opéra Garnier, un spectacle en présence de la présidente de l'institution, la princesse de Hanovre. Alexandra Pagny et Olivier Bonello sont allés voir les performances de ces jeunes élèves. Monter sur scène et présenter son travail au public, cet exercice deviendra bientôt leur quotidien. Ils sont 8 élèves cette année à sortir diplômés de l'Académie Princesse Grace et tous ont obtenu un contrat professionnel pour la saison prochaine. I wish just to give everything that I have, like all the things that I've worked for, it's finally paying off as my last performance as a student, and so I just want to show that youth, that energy that I have. And the joy that I have when I dance on stage, and I want to show that to the audience and remember this night because it's going to be something I'll remember forever as my last performance as a student. So that's what I wish for. L'école a acquis depuis plusieurs années une renommée internationale, à l'image de Darion qui a remporté le 50e prix de Lausanne, mais il n'est pas le seul au sein de l'école puisque depuis 4 ans, la médaille d'or est monégasque. Les bonnes écoles attirent les bons élèves et certains n'hésitent pas à parcourir la planète pour entrer au sein de la prestigieuse école monégasque, comme Sienna, arrivée il y a 1 an de Nouvelle-Zélande. I was in a competition called YGP and then Luca gave me the scholarship and I was just overwhelmed and so excited. So I took that and I came here and I'm so happy that I did. Une fierté pour son directeur artistique, mais aussi un moment d'émotion puisque ce spectacle représente le fruit d'une année riche de travail. C'est un moment aussi un petit peu de nostalgique. On voit, surtout aujourd'hui, j'ai voulu faire un petit hommage aux diplômés, montrer comme ils étaient la première fois que je les ai vus et comment ils sont devenus aujourd'hui. 8 élèves qui se diplôment et qui montrent un petit peu voilà, ce qu'ils sont devenus. Et naturellement, tous les autres élèves que le public monégasque n'a pas encore vraiment vus pour la première fois sur scène avec des différentes chorégraphies. De nouvelles étoiles sont nées et un spectacle qui restera longtemps gravé dans leur mémoire. Et pour rester dans ce domaine, sachez que les Ballets de Monte-Carlo proposent l'été danse du 14 au 17 juillet au Grimaldi Forum avec 3 chorégraphes, Jerry Kilian, Mats Eck et Jean-Christophe Maillot. Prenons la direction du Vaucluse à présent. C'est à Carpentras que se situe la maison de vie de Faytets Monaco. En milieu de semaine, l'établissement unique en Europe a célébré son anniversaire. Quelles sont ses activités? Quels en sont ses résidents? La réponse dans ce Focus Info réalisé sur place par Christina Thomel et Lionel Bernardi. Créée par la princesse Stéphanie en 2010, la maison de vie de Carpentras vient de fêter ses 12 ans. Séjourner dans ce lieu hors du temps est une sorte de parenthèse enchantée pour les résidents atteints du VIH. Une bulle d'oxygène où il fait bon vivre. En 12 ans, ce sont plus de 1400 personnes qui ont été accueillies par l'équipe accompagnante qui œuvre tous les jours pour insuffler une bonne énergie à leurs résidents et pour les soutenir au mieux dans leur combat. Une vraie réussite collective, mais la clé d'un tel succès réside surtout dans la persévérance sans faille de la princesse Stéphanie. Aujourd'hui, on est reconnu, j'allais dire en France entière, comme un lieu utile, nécessaire, indispensable pour les personnes VIH pour se sentir mieux et améliorer leur qualité de vie. Il y a vraiment cette idée de bouffer d'air, de faire un break à un moment donné dans son quotidien. Il y a aussi cette idée de sortir pour certains de l'isolement, de couper avec soi aussi des fois un environnement toxique qu'on peut accompagner et donner pas mal de pistes. Alors au-delà du cocon, c'est vrai qu'ici ils viennent, ils se font dorloter, on prend soin d'eux, évidemment c'est vraiment un lieu de répit et de plus en plus du répit, du ressourcement, on va aussi sur un parcours prévention santé, c'est-à-dire comment améliorer leur bien-être et leur qualité de vie, mais aussi au sortir de la maison de vie. Moi j'ai caché ma maladie toute ma vie, j'ai été contaminée en 1988,
À l'époque, c'était pire qu'aujourd'hui, puisqu'on avait un diagnostic de mort, ce qu'on n'a pas aujourd'hui, puisqu'on est contrôlé par les traitements. En fait, c'est comme si je posais ma valise VIH à l'entrée, voilà. Par contre, je la reprends quand je rentre chez moi. Un bagage certes toujours bien rempli, mais plus allégé. Un séjour à la maison de vie dure 2 semaines en moyenne et peut accueillir 8 à 15 personnes. L'objectif, préserver l'esprit familial et offrir un cadre de vie apaisant. C'est un travail collectif de réflexion par rapport aux besoins des personnes VIH, de ce qu'elles pouvaient attendre. Ici, c'est un petit cocon où on se repose, certes, mais pas seulement se reposer, où on se reconstruit. Et on se reconstruit sur ses forces positives, et pour être plus, j'allais dire, plus serein pour aborder la vie de tous les jours. La première fois, c'était l'émerveillement, hein, parce que bon, j'allais pas bien. Bon, c'était la vie personnelle. Bon, et arrivé ici, c'était une grande découverte, quoi. Des gens vraiment bienveillants, voilà, et j'ai trouvé un peu de sérénité. Moi, ça fait, je pense, 35 ans. Donc, on a connu la ZT, après tout un tas de traitements différents. Donc, l'arrivée en 97 des trithérapies, des quadrithérapies, ça a tout changé, bien sûr. Hein. Parce qu'avant, c'était apprendre presque à mourir dans les années 80. Et après, il a fallu apprendre à revivre. Là, il s'agit de personnes qui ne s'étaient pas imaginées vieillir avec le VIH ou ne s'étaient pas interrogées de qu'est-ce que serait ma qualité de vie une fois passé 60 ans. Et en effet, je remarque, moi, ça va faire bientôt 9 ans que je travaille ici. Il y a 9 ans, j'étais plutôt sur une tranche d'âge 45-55 ans. Je peux dire que maintenant, on est vraiment sur des 55, 65, 68. On a même notre doyenne qui est 83 ans, qui est encore venu récemment pour son 6e séjour, qui reprend toujours et qui repart renforcé. Et en plus des séjours seniors et découvertes, la maison de vie propose également des séjours créatifs avec au programme chorale et chant, mais aussi des séjours axés sur le sport, la nutrition et le bien-être, afin de permettre aux résidents d'établir un programme qu'ils pourront suivre dans leur vie de tous les jours. Les femmes également sont à l'honneur avec leur propre séjour intitulé « Féminin en soi », car le VIH peut perturber l'image féminine que les femmes peuvent avoir d'elles-mêmes. Des séjours à thème donc qui proposent de nombreuses activités. En plus des 9 accompagnants de la maison de vie, une vingtaine d'intervenants animent différents ateliers, comme l'atelier écriture Échappée belle, qui a su séduire de nombreux résidents. L'important dans cet atelier, c'est qu'ils écrivent et après chacun se lie au groupe. Donc il y a une espèce aussi de découverte des uns des autres, à travers les mots, à travers les histoires, à travers les imaginaires, avec toujours beaucoup de respect et avec parfois beaucoup d'étonnement de savoir qu'ils sont capables d'être des auteurs. Et si la princesse Stéphanie se bat depuis de nombreuses années pour faire la lumière sur cette terrible maladie, la relève est d'ores et déjà assurée. Depuis que je me suis enfin réinstallé sur Monaco, que je me suis posé avec ma femme, depuis j'essaye de m'investir le plus possible pour Fight Aids Monaco via divers projets, notamment la vente aux enchères du doggy qui a rapporté une bonne somme pour la maison de vie, et aussi via l'organisation de la Fight Aids Cup. On a fait 2 éditions déjà. Et voilà, c'est mes petites touches à l'édifice que j'essaie d'apporter pour aider ma mère et pour la soutenir dans son combat. Et c'est en musique et dans la bonne humeur que les résidents, les accompagnants et les personnes qui soutiennent cette maison de vie ont soufflé les 12 bougies. Et nous clôturons ce reportage à Carpentras avec les mots de Thierry. Merci à la princesse Stéphanie qui, sans faire de bruit, a rendu ce lieu possible. C'est l'heure de consulter vos prévisions météo. Quelle est la tendance pour dimanche, Frédéric ? Grand beau temps Fabien notamment, en raison du vent qui soufflera toute la journée et balayera les quelques nuages présents en début de journée. Il fera 21 degrés le matin et 31 l'après-midi. Pour ceux qui iront se baigner à la plage, l'eau sera à 23. Dimanche 26 juin, nous fêterons les Anthelmes. Ah, un prénom que je ne connaissais pas. Vous l'avez vu en vidéo dans cette édition et vous allez la voir en photo. C'était la fête de la mer ce samedi sur le port Hercule. Ce sont des clichés pris par Manuel Vitali. Ce journal est terminé. On se retrouve demain 20h. La suite de vos programmes sur Monaco Info. À très bientôt. Au revoir.